Conakry, le 24 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République a ouvert ce matin la 6e édition du symposium Mini-Guinée. Plus de 600 délégués échangent sur les grands enjeux du secteur pour le développement économique de la Guinée. Plus de 95 millions de dollars pour la Guinée. Cet appui de la BAD est destiné au financement de la route Boké-Kébo et à l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, entre autres. Livre et images, c'est le thème de la 11e édition des 72 heures du livre qui se tient à Conakry. Les gens des hommes de culture et de lettres sont à ce rendez-vous. Darmatan Guinée signe l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, Sport Foot Cannes U17, la Guinée fait son air de gloire. Le Sili Cadet a validé son ticket pour la finale, abattant ce mercredi le Nigeria au tir au but 10-9. Le Sili va donc rencontrer en finale le Cameroun à Conakry à Dar Salam. Les amateurs du Curon magnifient les talents de notre 11 national. Sur place en Tanzanie, le compte rendu de notre envoyé spécial Abdelaziz Baldi. Regardez. Guinée-Nigeria a tenu toutes ses promesses jusqu'au dernier souffle de cet après-midi au National Stadium de Dar Salam. La bande de Sékou Kamara entend bien le match et obtient même la possession des balles en sa faveur. Mais le manque de réalisme a caractérisé les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, c'est les hommes de Manu Garba qui se créent des occasions dangereuses. Dans le dernier quart d'heure, la fatigue est palpable et les deux équipes caressent toutes les séances de tir au but. Après cet instant, c'est le capitaine guinéen qui ouvre la marque et donne de l'espoir à ses coéquipiers. Avec du sang-froid, le Nigeria remet les pendules à l'heure. Mais sous une forte pression, avec des vuvuzelas qui retentissaient au National Stadium, le dernier tireur nigérian rate son dernier tir et envoie toute une nation au paradis. Au terme de nos suspense, la Guinée se hisse en finale en réussissant 10 tirs contre 9. C'est une équipe qui a joué, c'est une équipe qui a gagné. Chacun est là pour faire son travail. Donc c'est le travail additionné qui a donné ce résultat. Il n'y a pas une équipe parfaite. Et il n'y a pas, même les autres équipes, c'est comme ça. Donc pour moi, la mission est accomplie. Dans l'ensemble, physiquement, ils ont répondu, ils ont été mentalement assez présents. Les séances de tir au but ont été assez difficiles, mais je sens que l'on était prêt mentalement après 2 échecs de faire ce pas-là. Et je pense que pour Maléa, c'est une bonne chose. Ça permet aussi à l'entraîneur et à l'équipe de savoir que dans cette compétition, il y a de la qualité. Et en face, de plus en plus, plus on monte, plus on aura de l'adversité, plus on aura des difficultés. Mais l'important, c'est de sortir de ces matchs-là vainqueurs. Avec cette belle qualification en finale, la Guinée écrit l'une des plus belles pages de son histoire du football. En attendant Cameroun-Angola, la communauté guinéenne enflamme les rues de Dar Salam. Abdelaziz Bardi, notre envoyé spécial, merci pour ce compte-rendu. Suite donc à la victoire du Sili Cadet, ils sont nombreux, les fans du Curon, à exprimer leur joie. C'est le cas du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, au micro de Ousmane Bengoura. Nous aurons compris la Guinée et notre jeune équipe vient d'arracher le ticket pour la finale. Alors, comme je l'ai dit à leur départ, toutes les bénédictions, nos prières accompagnent cette équipe pour nous ramener la joie au peuple guinéen, pour qu'on puisse fêter la victoire pour la Coupe continentale. Le président de la République suit de très près les performances de notre équipe et il est tout le temps en ligne avec les encadreurs. La joie du peuple de Guinée exprimée par le Premier ministre. La finale Guinée-Cameroun se jouera donc le 28 avril prochain à Dar Salam. Synergie, mines et infrastructures, enjeux pour un développement intégré et durable, c'est le thème de la 6e édition du symposium Mini-Guinée. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a ouvert les travaux ce matin à Conakry. Plus de 600 délégués participent à ce plus grand rendez-vous minier en Afrique de l'Ouest. Objectif, échanger sur les grands enjeux du secteur des mines. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. 6e édition du symposium Mine-Guinée. Ce plus grand événement minier de l'Afrique de l'Ouest est axé sur le thème Synergie, mine, infrastructure. Enjeu pour un développement intégré et durable de la Guinée.
630 délégués officiels venus d'une quarantaine de pays, des sociétés minières, de la finance internationale, bref, de tous les secteurs socio-économiques de la vie, prennent part à ces assises de Conakry. L'objectif étant de présenter aux participants les résultats des travaux de recherche entrepris dans le cadre de la politique de diversification de l'activité minière. Une occasion de montrer aussi qu'en plus de la bauxite, de l'or et du fer, la Guinée regorge également de bien d'autres substances devant être promues et valorisées. Le symposium Mine Guinée est une plateforme de concertation ouverte aux professionnels du secteur minier, national et international, avec pour objectif d'échanger sur les problématiques du secteur. Ainsi, les présentations et les 14 thèmes qui seront traités durant ces 3 jours de ce symposium permettront, entre autres, de présenter le cadre d'investissement en Guinée, en particulier celui du secteur minier, d'avoir une vue d'ensemble du marché mondial des minerais, mettre en lumière le potentiel minier guinéen, débattre de la problématique des infrastructures, mutualisation de l'utilisation des infrastructures, avec comme corollaire la réduction du coût des investissements, la gestion rationnelle du littoral, la réduction de l'impact de l'activité sur l'écosystème. Identifier les étapes clés qui permettent à la Guinée d'aller vers la transformation locale de ses minéraux. Les responsables des sociétés minières évoluant en Guinée n'ont pas manqué de témoigner de leur volonté à davantage soutenir le gouvernement, à réussir sa politique minière avec à la clé satisfaire les besoins fondamentaux des Guinéens en matière d'infrastructures sociaux de base. Nous avons contribué tous ensemble au positionnement de la Guinée dans le trio de tête des pays producteurs de bauxite. En moins de 5 ans, nous y sommes parvenus. Et ce n'est pas fini. Extraire et exporter la bauxite est un bon début, mais il faut aussi créer de la valeur à long terme en contribuant à la transformation locale. C'est pourquoi nous avons déjà entamé la 2e phase de notre histoire guinéenne, celle de la transformation industrielle. Notre volonté est claire. Pour maximiser les retombées pour la Guinée, nous allons nationaliser les emplois, la guinéanisation. Dès aujourd'hui, des postes très stratégiques sont occupés par des compatriotes guinéens très compétents et nous en sommes très fiers. Au niveau des cadres de GAC, nous dépassons largement les exigences du code minier guinéen. Fondamentalement, tout ce que nous faisons à GAC contribue à faire de la Guinée une terre prospère. Grâce à nos activités commerciales, nous pourrons créer de la richesse, soutenir la croissance et de contribuer de manière durable au développement socio-économique des communautés locales de la Guinée. Concrètement, notre soutien aux communautés locales s'établit comme suit. Des investissements dans la formation, l'éducation, l'alphabétisation des jeunes et des femmes, des investissements en infrastructures scolaires, des investissements dans des programmes pour accroître l'employabilité des jeunes et des femmes, favoriser le contenu local, le transfert de compétences, mais surtout de connaissances. Au-delà de son caractère promotionnel, ce symposium est aussi l'occasion pour la Guinée d'attirer des partenaires qui s'inscrivent dans la vision d'un développement minier responsable porté par le chef de l'État. Cette vision, selon le ministre des Mines, porte sur la création d'un cadre de développement mutuellement avantageux et durable entre les différentes parties prenantes du secteur minier, notamment par la préservation de l'environnement, le développement communautaire, la promotion du contenu local, la mutualisation des infrastructures et l'établissement de liens domestiques entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie nationale. Le thème central de cette 6e édition du symposium est Synergie mine-infrastructure, un enjeu pour un développement intégré et durable de la Guinée. Cet enjeu se rapporte notamment à la rationalisation des investissements et des opérations minières, à la protection de l'environnement et l'intégration économique du secteur minier, notamment avec la nouvelle zone économique spéciale. C'est dans ce cadre qu'un schéma directeur des infrastructures auxiliaires aux mines a été élaboré en 2014 et récemment mis à jour. Le secteur minier guinéen a donc connu, en moins d'une décennie, des progrès indéniables, même si d'importants défis demeurent à relever, notamment dans la consolidation des acquis des réformes, la transformation locale des produits miniers et la gestion des impacts
environnementaux, sociaux et économiques. Les orientations précises du chef de l'État et les directives du Premier ministre, chef du gouvernement, nous commandent l'accélération de la gestion de ces impacts pour assurer un développement intégré, harmonieux et responsable des ressources minérales. L'objectif de ces rendez-vous est de promouvoir la destination Guinée auprès de l'industrie minière mondiale et apprendre surtout des expériences des différents acteurs de l'industrie. Les ambitions du président de la République pour le réel développement du secteur minier guinéen sont bien claires. On peut se demander pourquoi la Guinée a presque la moitié des réserves mondiales de bauxite. En 2013, on ne produisait que 13 millions de tonnes. Et les revenus, même pas 200 millions. Et il n'y avait pas de contenu local. C'est pourquoi nous avons fait un code minier en nous entourant de tous les spécialistes qui pouvaient nous aider. Si notre politique globale est la transformation de nos matières premières agricoles et miniers en produits finis, pour le moment, notre politique vise 3 objectifs. Premièrement, créer les conditions les plus favorables pour que les sociétés minières puissent s'épanouir totalement dans une libre concurrence, c'est-à-dire pas dans une position de monopole. Deuxièmement, que la Guinée puisse tirer le maximum de ses richesses minières. Troisièmement, améliorer considérablement les conditions de vie des populations à travers le contenu local. Voilà les 3 objectifs que nous visons. Notre principale tâche, c'est de défendre les intérêts du peuple de Guinée. Que ne soit pas un scandale géologique qu'on se retrouve parmi les pays les plus pauvres. Ces richesses doivent bien sûr profiter à nos partenaires, parce que quand on investit, c'est pour tirer profit. Mais la coopération doit être une coopération gagnant-gagnant. La porte est ouverte à tout le monde. Nous souhaitons que le maximum d'investisseurs viennent investir. Mes chers amis, je ne vais pas laisser la bauxite guinéenne sous terre pour faire plaisir à d'autres. Donc, nous travaillons avec ceux qui veulent que nous exploitions nos bauxites sans état d'âme. Car la seule chose qui me guide, ce n'est pas ce que X ou Y pense à l'extérieur, mais quel est l'intérêt du peuple de Guinée. L'intérêt du peuple de Guinée, c'est de développer ses ressources minières. Donc, nous travaillons avec tout ce qui veut développer ses ressources minières. Qui vient des planètes Mars ou de Saturne, nous allons travailler avec eux. Voilà notre politique. Nous n'aurons pas de monopole, nous n'aurons pas de chasse gardée. C'est libre concurrence, mais ça veut dire que les gens doivent venir librement. Mais lorsque nous signons des accords stratégiques, nous faisons en sorte qu'on ne commette pas d'erreurs d'autres pays africains. C'est-à-dire, on vous prête 1 milliard, vous nous donnez une mine. Non. Vous nous prêtez 1 milliard, ok, je vous rembourse avec les royalties. Parce que vous pouvez me prêter 1 milliard et la mine que vous avez vaut 2 milliards. Donc, ce n'est pas la mine que je vous donne. C'est l'exploitation de votre mine et les royalties que le Guinéen va avoir qui rembourse. Ça veut dire si à un moment donné, on a remboursé le milliard, 100% des revenus de la mine nous reviennent. Ça, nous avons tiré les leçons extérieures. Mais nous allons continuer, monsieur le ministre, à discuter avec nos amis du Botswana et nos amis d'Australie pour toujours améliorer notre politique minière, notre pratique. 3 jours durant, d'éminents spécialistes et personnalités se relayeront dans 12 sessions aussi diverses pour la promotion d'un dialogue participatif et d'un partenariat mutuellement avantageux entre différents acteurs. Aussi, les expositions dans près d'une centaine de stands permettront aux visiteurs de prendre connaissance des opportunités offertes par différents participants.
suivrez l'intégralité de cette 6e édition du Symposium Mini-Guinée après cette édition d'information. Les annonces de financement en faveur du PNDES, Programme national de développement économique et social, la BAD met à la disposition de la Guinée plus de 81 millions de dollars. Cette somme est destinée à la construction de la route Bokeh-Kego et à l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, entre autres. Les précisions de Maïmouna Belayalo. Le programme indicatif du PNDS et de la BAD pour la période 2018-2022 va bon train. Il est destiné à améliorer notamment la liaison routière entre la Guinée et ses pays limitrophes comme la Guinée-Bissau. Il s'agit aussi de lutter contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne et de renforcer la résilience des pays du bassin du Niger face au changement climatique. Plus de 80 millions de dollars et c'est particulièrement des dons. C'est quelque chose qui est extraordinaire et tout ce financement-là, c'est un accompagnement justement aux efforts qu'on est en train de déployer sur le terrain pour développer l'économie guinéenne. Là, on vient de rentrer de la Banque mondiale où nous avons aussi signé des protocoles d'accord à hauteur de 50 millions de dollars. Maintenant, le grand défi, c'est au département ministériel de faire en sorte que les projets financés soient exécutés et dans les délais. Ces financements sont accordés sous forme de dons à plus de 62 millions de dollars, dont plus d'un tiers provient de la facilité d'investissement extérieur de l'Union européenne à travers la BAD. Le groupe de la Banque africaine de développement est dans son rôle d'accompagnement de tous les pays membres dans le processus de développement. C'est en cela que les engagements qui ont été pris par le président du groupe de la Banque africaine de développement à Paris en termes d'accompagnement d'un montant autour de 1 milliard de dollars. Et c'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit en fait avec les différents projets qui sont en cours. À ce jour, la Guinée bénéficie de plus de 8 milliards de dollars américains d'investissement sur 21 milliards annoncés au Forum de Paris. Et la BAD est à plus de 540 millions de dollars d'engagement au niveau du portefeuille du PNDS afin de réaliser des projets de développement durable pour l'émergence à l'horizon 2040. Dans l'actualité encore, la 11e édition des 72 heures du livre se poursuit au Centre culturel franco-guinéen sous le thème « Livres et images ». Pour cette deuxième journée, plusieurs livres ont été dédicacés. C'est la maison d'édition L'Harmattan Guinée qui signe l'événement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a visité ce matin les stands. Le point avec Sanassi Keita. Les 72 heures du livre. C'est la 11e édition de cet événement culturel qui mobilise dans la capitale guinéenne plusieurs écrivains, personnalités, élèves et étudiants autour du thème livres et images. Le livre, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement important. On a ses idées, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ça aussi, c'est vraiment... Beaucoup de jeunes d'ailleurs de son époque ont occupé des fonctions, ils sont dans les fonctions, ils sont dans la vie active. Je voulais rendre hommage, surtout l'hommage à tous ces jeunes qui sont là et qui nous écoutent, parce que la jeunesse, l'avenir vous appartient, vous la jeunesse. La République du Mali est l'invité d'honneur de cette 11e édition des 72 heures du livre organisée par la maison d'édition et de diffusion des droits guinéens, l'Harmattan Guinée, qui a sa 13e année d'existence. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est fortement réjoui de ce choix porté sur le Mali. Je suis très heureux que le Mali soit l'invité d'honneur. Quand je dis souvent que le grand problème que nous avons en Afrique, c'est que la jeunesse africaine ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Et le Mali est le symbole de la richesse de cette Afrique. Je dis souvent qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus de livres à la bibliothèque de Tombouctou qu'à celle de France. Donc il est extrêmement important de développer la lecture, mais pas seulement les romans ou les livres d'actualité, mais aussi l'histoire. Parce qu'un peuple ne peut être fier qu'il s'est fier de son histoire. Il est important aussi, étant donné que la population africaine est aujourd'hui jeune, 7 Africains sur 10 ont moins de 30 ans, c'est eux qui constituent aujourd'hui la force de l'Afrique. Il est extrêmement important que cette jeunesse connaisse son histoire et deuxièmement qu'elle maîtrise le savoir. Je dis souvent que nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles, celle du moteur, celle du pétrole
et de l'électricité, pour des raisons indépendantes de nous. La première, pour de l'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives, qui pouvait être à la base de la révolution. La deuxième, la colonisation. Mais nous avons la chance aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, que nous pouvons rattraper notre retard. Mais cela suppose qu'on maîtrise ces nouvelles technologies. On ne peut pas le faire si on ne maîtrise pas le savoir. Dans sa bataille, le président Nkrumah avait insisté sur un point précis. Il disait l'Afrique doit maîtriser le savoir. Car il savait que c'est seulement en maîtrisant le savoir que l'Afrique peut se libérer, s'unir et devenir un continent d'avenir. Donc je félicite les organisateurs, et je félicite les jeunes qui sont présents dans la salle. Mais il est extrêmement important aussi que nous développons le savoir dans nos langues nationales. Car la culture d'un pays, c'est d'abord sa langue. C'est bien que nous parlons le français, nous parlons l'anglais, puis ça nous permet d'avoir accès au monde moderne. Mais nous devons rester ancrés dans notre culture, dans notre environnement, dans notre passé. Et cela n'est possible que si nous développons la langue nationale. Pas comme langue de culture, pas seulement cette serait une curiosité, mais comme langue de travail. Et cela est possible, monsieur le Premier ministre. Il dit seulement que les instruments de travail des tracteurs et des outils soient écrits au Fouta, le mode d'emploi en peu, au Guinée Malinké, c'est en sous-sous. Parce que si le savoir ne permet pas à l'homme de s'améliorer et de s'émanciper, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ce savoir puisse lui permettre de s'épanouir dans son travail, dans son environnement. C'est pourquoi j'encourage nos amis de l'Harmattan à aussi développer. C'est bien qu'aujourd'hui vous ayez un partenariat pour faire des livres chez nous, car faire des livres chez nous, non seulement c'est maîtriser le savoir, mais aussi c'est économiser. Quand nous achetons des livres dehors, nous payons en devises. Quand nous faisons en Guinée, nous payons en monnaie guinéenne. Et ensuite, cela donne du travail et cela encourage les écrivains à écrire, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être publiés en Guinée. Donc, je suis très heureux que notre sœur Waranga soit là, parce qu'elle a été en Guinée, mais surtout elle est au Mali. Et l'avenir du Mali nous tient à cœur, car le Mali, vous savez, c'est un pays frère, comme dit le président Sékou, c'est deux poumons dans le même cœur. Et les épreuves du Mali sont les épreuves du peuple de Guinée. Donc nous ne pourrons jamais être en paix et heureux si le peuple du Mali n'est pas en paix et heureux. C'est pourquoi nous serons toujours aux côtés du peuple malien, à Kidal et partout, jusqu'à ce que le Mali retrouve la paix et son unité et son développement. Cela est valable aussi pour le Burkina et pour d'autres pays. Donc j'espère que pendant ces quelques jours, vous allez mettre votre savoir et votre expérience à la disposition des jeunes pousses. Encore, merci beaucoup pour tous nos amis qui sont venus. La Guinée change. Évidemment, on vient de loin. Mais comme disait le général Clément Boulé, les gens ont la mémoire courte. Mais nous sommes convaincus que la marche en avant de la Guinée va continuer. J'ai dit que la Guinée était comme un nègre enchaîné qui ne pouvait pas voler. Mais après les épreuves avec le Fonds monétaire, avec l'Ebola, aujourd'hui nous avons pris notre envol. Et vous savez que l'aigle va très loin. Lénine disait qu'il arrive qu'un nègre vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais aussi haut qu'un nègre. Donc, je pense que nous allons continuer à voler pour que la jeunesse guinéenne soit portée par cet aigle pour aller le plus loin possible dans le savoir et dans la transformation. Enfin, le président de la République a parlé de sa temps d'exposition d'ouvrages, tout en encourageant ces nombreux jeunes à s'intéresser surtout à la lecture. La République du Mali est donc l'invité d'honneur des 72 heures du livre. Plusieurs auteurs ont animé une conférence sur l'avenir de la littérature malienne. Dans le stand du Mali sont exposés des photos et de nombreux romans qui attirent les visiteurs. Diamokaba. À la porte des 72 heures du livre, le stand malien est installé. Le pays est à l'honneur par sa littérature et ses photos.
L'événement offre aux professionnels du secteur du pays invités à venir partager leur culture avec le public guinéen. Au compte de cette deuxième journée, la photo est mise en avant pour célébrer les pionniers de la photographie au Mali. C'est les Malik Sidibé, les photographes, qui me l'ont inspiré. Et le personnage, donc j'ai ajouté, il est artiste, peintre, sculpteur. Mais en réalité, je pensais aux photographes, à un Sidou Keita ou à un Malik Sidibé qui ont développé leur art dans un cadre vraiment à l'époque très modeste, mais qui ont eu de grands succès à travers le monde. De découverte en découverte, le regard des éditeurs et auteurs maliens se confronte autour des problématiques du livre de leur pays. Un pays où le taux de l'édition baisse en production de 70%. Et le livre, je l'ai dit tout de suite, est le meilleur moyen pour lutter, en tout cas à mon avis, contre tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise. Parce que si vous ne connaissez pas l'autre, vous vous méfiez de lui. Donc si avec l'écrit, avec le livre, on apprend, on sait d'où est-ce qu'on vient. Parce qu'il faut connaître d'abord, j'ai dit avant Socrate, connais-toi toi-même. Nous, on a dit, nos aïeux ont déjà dit, Iridon, Sodon, Iridon de Yonte. C'est une grande promotion pour les lettres du Mali, pour les lettres africaines. Et nous sommes venus avec des écrivains, des éditeurs, des libraires pour l'occasion. Cette journée est offerte aux pays invités de la 11e édition des 72 heures du livre pour illustrer la diversité du patrimoine littéraire du Mali. C'est aussi une véritable opportunité pour les écrivains maliens de renouveler leur participation à la plus grande manifestation littéraire en Guinée. En plus bref, en image, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a eu une séance de travail ce mercredi avec une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au menu des échanges, le dossier Yenga qui oppose les populations guinéennes et léonaises au sud du pays. Un incident que les deux parties s'engagent à résoudre pour renforcer la coopération entre la Guinée et la Sierra-Léone. Dans l'actualité encore à l'hémicycle, adoption à l'unanimité des députés de plusieurs projets, des projets qui concernent principalement des accords de prêt, de financement et de dons. Parmi les projets adoptés ce mercredi figure l'interconnexion électrique Guinée-Mali. Ablaye Diallo. 9 projets adoptés portant sur des accords et contrats. Notamment l'accord sur le café adopté en 2007 lors de la 98e session à Londres par la résolution 431 du Conseil international du café. Son adoption devrait permettre à la Guinée de renforcer le secteur agricole et de favoriser le développement durable. Il faut que nous puissions être partie d'une organisation aussi internationale pour que la qualité, les origines de nos produits soient défendues. Il y a beaucoup d'acheteurs sénégalais, effectivement, qui placent des fonds en forêt avant la production, venir récolter le café. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir un label Ziama. Nous sommes en train, le gouvernement nous l'a dit, de promouvoir aussi la production du café Arabica au Fouta. Ça va être tellement plus facile d'écouler ce café Arabica en attendant qu'on lui donne un label Café Fouta de Guinée, à côté du label Ziama. Il est donc important que nous puissions, comme on dit, il n'est jamais tard de bien faire, accéder à cet accord et donc autoriser le gouvernement finalement à faire sa ratification. Les 9 projets sont adoptés à l'unanimité des élus du peuple. Pour améliorer la mobilité et la connectivité rurale, l'Association internationale pour le développement offre à notre pays un montant de 40 millions de dollars. L'objectif est de réhabiliter 800 km de pistes rurales dans 6 préfectures. Pour éviter les erreurs du passé, des recommandations sont formulées par les parlementaires.
prendrons en compte les recommandations qui sont faites par les députés de l'opposition et même les députés de la mouvance aussi ont fait des recommandations pour qu'il y ait un suivi plus strict et plus rigoureux des programmes afin que les capacités d'absorption de ces projets puissent atteindre les seuils que nous souhaiterions au bénéfice de nos populations. L'interconnexion électrique Guinée-Mali est l'autre projet d'actualité révisé lors de cette session. Il bénéficie de 2 prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement pour un montant de 130 millions d'euros et par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour un montant de plus de 37 millions de dollars. La ligne électrique partira d'Nzérékouri jusqu'à Sanankoro en République du Mali pour une distance de 714 km et l'électrification de 201 localités. La reconstruction de la voirie urbaine de Beila sera bientôt lancée. Les travaux préliminaires sont achevés et une mission des travaux publics vient de se rendre sur le terrain pour faire le constat. À ce jour, plusieurs villes du pays sont en chantier. Ces travaux sont entièrement financés par l'État guinéen. Asman Toumani Kamara fait le point. Dans ce programme gouvernemental de modernisation des villes du pays, Beila a bénéficié de 12 km 600. Ces travaux consistent à reconstruire la voirie de cette ville qui a vu naître le célèbre orchestre Bembeya. Depuis l'indépendance, c'est la première fois que Beila verra ses principales artères couvertes de bitume. Le président de la République est venu pour la pose de la première pierre et ça n'a pas pris de temps, ce que d'autres pensaient. Et la société Bezek est sur le terrain depuis maintenant près de 2 mois et qui est en train de travailler tous les jours. Vraiment, la population est très contente et les travaux avancent à grands pas. La mission de supervision des TP venue pour la circonstance a sillonné les différents axes retenus dans ces travaux. Des échanges sur l'évolution de la construction de la voirie de Beila et dont le respect des normes consignées dans le cahier de charge doit être de mise. On a la mission de contrôle, mais nous venons pour suivre l'effectivité des activités sur le terrain. Le constat, après cette visite systématique des axes, j'ai vu que l'entreprise est en train de fournir de gros efforts. Je suis vraiment satisfait de ce qui est en train de se faire. Je dirais simplement à l'entreprise de continuer sur le même élan. Comme obstacle au rythme normal des travaux, la mission de suivi a noté l'implantation de nombreux poteaux électriques dans les emprises de la chaussée. Le retard dans le déploiement de la mission de contrôle empêche également l'entreprise contractuelle d'exécuter certains travaux d'envergure. Le gouvernement guinéen réaffirme sa volonté de réformer le secteur des transports. Le ministre en charge de ce secteur a échangé mardi avec le nouveau bureau exécutif de la fêtière des transporteurs routiers, une structure mise en place grâce à l'appui de l'Union européenne. La démarche vise à professionnaliser davantage le secteur des transports. Mamadi Ternaka Misoko. Le salut est parti de Kindia. Il y a quelques jours, la Corporation des transporteurs routiers de Guinée a décidé d'évoluer désormais dans un grand ensemble. Une fêtière est mise en place et des organes dirigeants installés. Ici, on y croit fermement à ce projet qui pourra booster le secteur des transports dans le pays. Dieu merci, avec cette fêtière aussi, l'Union et les syndicats ils se sont donné la main et ça fait plus de 20 ans, ils ne se sont pas réunis de même table. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on s'est mis dans une même table pour discuter et on est ensemble maintenant. Avec le ministre d'État au transport qui a reçu l'équipe dirigeante de la fêtière des transporteurs routiers, les défis du secteur sont évoqués et les deux parties semblent rassurer les partenaires de l'Union européenne. Le rôle de la fêtière est très important parce que maintenant il regroupe sous justement son fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, un ensemble très important de transporteurs, ce qui permet d'avoir des meilleures discussions avec le ministère. Le ministre des Transports dit nourrir de grands espoirs pour le secteur. Aboubakar Silla veut compter sur cette fêtière pour atteindre ses objectifs. Le renouvellement du parc automobile, le contrôle technique des véhicules et la sécurisation des documents comme les permis de conduire sont des actions imminentes. L'État va se battre aussi pour que le compagnon d'armes soit renouvelé. Nous avons des projets déjà. Et là encore, ce n'est pas des projets en l'air, ce n'est pas des idées de projets. Ce sont des programmes qui sont pratiquement en cours. Nous avons déjà créé une société qui va réaliser une unité de montage de bus, de camions et de tracteurs à Sanoya.
à l'emplacement de l'ancienne usine textile de Sanoya. Et nous allons parallèlement, avec l'appui des banques, mettre en place un système qui va permettre de renouveler progressivement le parc par un système de prêt qui va être fait aux propriétaires que vous êtes, de manière à ce que, sans que vous le sentiez, vous puissiez renouveler progressivement vos véhicules sur la base de ces prêts qui vont être garantis par une entité qui doit exister et qui est aujourd'hui la fêtière. Depuis 20 ans, le secteur des transports attendait ce moment. Cette nouvelle équipe assure dorénavant l'interface entre les acteurs du secteur et les autorités. Comme à l'accoutumée, le chef d'état-major général des armées au chevet de ses compagnons d'armes alités, le général Namori Traoré est allé dans les structures sanitaires de la capitale pour encourager les patients militaires et paramilitaires, et d'action bien appréciée par les malades. Voici le reportage du sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. Donner de l'espoir à ses frères d'armes en détresse est un acte et une volonté que le chef d'état-major général des armées a toujours manifesté à travers ses visites régulières dans les structures sanitaires de la capitale où sont alités des militaires malades. C'est quand tu as le souci de tes hommes dans le commandement que tu peux vérifier, tu peux veiller sur leurs cas sociaux. Alors vraiment c'est ce qui m'a marqué de plus. Vraiment je remercie mon général. Ce qu'il a fait, la visite nous va droit au cœur. Cette tournée du général des corps d'armée Namori Traoré est inscrite parmi ses nombreuses priorités. Elle a pour but de remonter le moral de ses compagnons d'armes et de leur donner du tonus. La visite des hôpitaux est un acte de commandement. C'est la raison pour laquelle, au nom de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, et de M. le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, je remercie très sincèrement l'ensemble du personnel des différentes structures sanitaires qui apportent tous les soins nécessaires aux militaires malades et les paramilitaires malades. Et enfin, je souhaite bonne santé à tous ceux qui sont sur leur lit de malade. Du centre de traitement épidémiologique du bataillon spécial de Conakry, en passant par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, jusqu'au centre médico-chirurgical interarmé du bataillon du quartier général, partout, ces patients militaires et paramilitaires ont formulé des prières et bénédictions en faveur du progrès et la paix en Guinée. Voilà, le Sili Cadet a séduit et vaincu ce mercredi le Nigeria. Vive le Sili, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.